Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir sur le plateau de Malikoura Tassira Diawara Awa Paul Diallo, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Comme le nom de son département l'indique, elle gère le secteur du travail en général, de la fonction publique en particulier. Au quotidien, elle est appelée à initier ou développer des mécanismes garantissant un climat social apaisé, et surtout dans un contexte très difficile au Mali. Madame le ministre, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation pour vous interroger. Merci. Avec moi en plateau, Madiba Keïta du quotidien national L'Essor. Bonsoir Madiba. Bonsoir Ibrahim. Madame le ministre, le président de la transition a lancé mardi dernier le projet du système intégré de gestion des agents des fonctions publiques et de l'État et des collectivités territoriales. Et qu'est-ce que cette initiative va changer concrètement et qu'est-ce qui a motivé cette initiative? C'est un projet qui répond à sa vision d'une administration performante. Et ce que nous avons constaté, donc les problèmes qui ont occasionné la mise en place de ce système de gestion intégrée des ressources humaines de la fonction publique et des collectivités territoriales, c'est que dans l'administration, nous avons constaté qu'il y a effectivement beaucoup de doublons. Et ceci a été révélé au cours d'une étude au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il y a beaucoup de doublons qui sont constatés. Ces doublons, c'est soit une personne, un fonctionnaire, qui a 2 numéros matricules, donc qui émarge sur le budget de l'État avec 2 numéros matricules, ou bien plusieurs personnes disposent d'un même numéro matricule au niveau du budget de l'État. Donc, ce qui a occasionné le fait que la masse salariale a augmenté sans que, effectivement, les services à rendre ne soient rendus. Nous voulons donc nettoyer tous les fichiers de la fonction publique, de l'État, les fichiers de la fonction publique des collectivités territoriales pour pouvoir enlever tous ces doublons. Ça va durer 1 année. Et le projet est lancé et ça va se poursuivre jusqu'en 2023, juillet 2023. Parlons de votre département, Madame le ministre. Dans quel état avez-vous trouvé le département de la fonction publique? Nous avons trouvé dans un état où il n'y avait pas de lisibilité dans les actes de la fonction publique. Nous avons trouvé dans un état où les recrutements sont faits sans qu'il y ait aucune orientation politique ou stratégique. Donc, effectivement, sans plan national de recrutement. Nous avons trouvé également dans un état où il n'y a pas de plan national de formation. Les formations sont basées uniquement sur les demandes de formation formulées par les départements et qui nous sont transmises sans qu'il y ait une orientation claire disant que si cette formation a lieu, voilà là où le fonctionnaire va apporter quelque chose. Voilà la valeur ajoutée de cette formation dans le mécanisme de la fonction publique. Et là, il y a des formations qui sont faites avec des diplômes qui ne sont pas... pour avoir des diplômes et on ne montre pas l'importance, la valeur ajoutée pour la qualité des services au niveau de l'administration. Sur le plan du dialogue social, il y avait également beaucoup de mouvements. Moi, en prenant fonction au mois de juin, j'ai trouvé sur ma table 6 préavis de grève. Et après, nous avons eu beaucoup de préavis de grève. Justement, évoquant le front social sur cet aspect, Madiba Keïta, vous avez une question? Voilà, justement, Madame la Ministre, votre défi au quotidien, c'est la gestion du front social. Nous savons qu'il est marqué par une trêve. Sur quelle base cette trêve sociale repose? Les syndicats, donc les centrales syndicales et tous les syndicats autonomes se sont mis ensemble pour déclencher une trêve sociale. Le gouvernement avait demandé la trêve du fait qu'on est en guerre, du fait qu'il y a eu la Covid-19 et du fait qu'il y a également une situation de sanctions que le pays est en train de gérer
Ça, c'est une décision vraiment salutaire parce que face aux hostilités extérieures, donc tous les Maliens ont parlé d'une même voix et se sont dit donc il faudrait qu'on arrête tout mouvement de grève et qu'on se consacre à l'utile. Il y a beaucoup de bruit. Oui. Est-ce que certaines centrales syndicales ne veulent pas détruire la hache de guerre? Non, parce que nous sommes en train de travailler ensemble. Nous formons une équipe avec les centrales syndicales. Nous formons une équipe avec tous les syndicats qui ne sont pas des syndicats affiliés à une centrale. Nous sommes en train de travailler en équipe. Et au plus haut niveau, donc au niveau de la primature, il y a une commission interministérielle qui est en place pour pouvoir gérer, faire le suivi de tous les PV, les procès-verbaux de conciliation. Madame le ministre, vous avez eu quand même à signer plusieurs conciliations avec des syndicats. Très concrètement, quel est l'état d'exécution de ces principaux points à ce jour? Nous nous sommes attelés d'abord à faire le point. Parce que pour faire le suivi, il faut connaître, il faut savoir là où nous sommes par rapport à ces PV de conciliation. Donc nous avons fait un tableau de bord pour faire le point de ces PV de conciliation. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, donc nous avons 33 PV de conciliation. 33 PV de conciliation avec beaucoup de points d'accord. Par exemple, avec l'UNTM, nous avons fait le point. Nous sommes arrivés à résoudre pas mal de problèmes et nous sommes en train nous continuons également à résoudre ces problèmes. Mais il y a beaucoup qui reste à faire parce que avec la situation, il y a beaucoup de requêtes qui ont trait aux primes indemnités, à l'augmentation des salaires et compte tenu de la situation économique et financière que le pays vit aujourd'hui, donc c'est très probable que tous les points ne puissent être résolus en un an. Ces derniers temps, on parle beaucoup des compressés et des partants volontaires à la retraite. C'est un problème qui est récurrent. Il y a eu des cris de cœur à l'endroit du gouvernement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour régler ce problème? Ces problèmes des compressés, il faudrait comprendre que les compressés, il y a deux groupes de compressés. Il y a un groupe de compressés qui est porté par l'UNTM. Il y a un groupe de compressés. Le deuxième groupe de compressés est porté par l'ATCM et l'UNTCM. Donc, pour ce qui concerne le groupe de compressés porté par l'UNTM, il y a une commission de travail qui a été mise en place depuis que nous avons commencé. Et ce groupe de travail comprend les intéressés eux-mêmes. C'est pourquoi je disais que nous travaillons en équipe. Les intéressés eux-mêmes, donc, qui sont représentés par l'UNTM, sont dans la commission qui travaille sur les compressés portés par l'UNTM. Et nous avons 5 sociétés qui sont concernées par ce groupe-là. Nous avons Azalai Hotel Tombouctou, nous avons SMECMA SA, nous avons ITEMA, nous avons UCOMA et nous avons la Comatex. Et pour ce qui concerne déjà 2 sociétés, Azalai Hotel et SMECMA SA, le processus de transfert est en cours et très probablement avant la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine, les fonds seront versés dans les comptes bancaires individuels pour gérer de façon durable cette question. Parce qu'une question qui dure 30 ans, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et il faut gérer définitivement de façon durable pour que le problème ne revienne plus. Maintenant, pour ITEMA, UCOMA, effectivement, ceci sera fait aussi à la suite des 2 sociétés. Donc le travail en cours concerne surtout la Comatex, parce qu'il y a des documents qui sont nécessaires, qui sont indispensables. Ça, c'est les comptes bancaires individuels qui sont indispensables pour le transfert. Et également, bon, en cas de décès d'un compressé, ce qui est demandé, c'est l'acte de décès et le jugement d'hérédité, pour que les droits du travailleur compressé qui est décédé puissent être versés à sa famille. Oui. En ce qui concerne le deuxième groupe des compressés, donc nous avons 33 sociétés d'État qui sont concernées avec 52 000 personnes. Donc avec ce deuxième groupe, c'est porté par ces 2 associations
Les deux associations, c'est l'Association des travailleurs des compressés du Mali, donc ATCM, et l'Union nationale des travailleurs compressés du Mali, UNTCM. Donc les points d'accord sont obtenus et il y a 2 points d'accord. Donc il y a le paiement de 18 milliards, ça c'est convenu, et l'échéance échelonnée sur 3 ans, 2022, 2023 et 2024. Ça c'est obtenu. Le seul point d'achoppement à ce niveau, c'est le versement dans les comptes individuels bancaires. Expliquez-nous à ce niveau pourquoi ça bloque. Ça bloque parce que ceux qui portent le dossier demandent à ce que ça soit versé au niveau des notaires et au niveau du gouvernement pour une gestion durable de ces crises. Donc, tirant les leçons des expériences passées pour pouvoir gérer de façon durable cette situation, donc nous avons convenu et on a une démarche au niveau du gouvernement. Cette démarche consiste à préserver la transparence. Et pour beaucoup de transparence, nous avons demandé à ce que ça soit versé dans les comptes bancaires individuels. Madame le ministre, qu'est-ce que vous êtes en train de faire très concrètement pour faire face à cette situation, pour qu'au Mali, le climat social soit durablement apaisé? Nous avons, avec nos partenaires sociaux, donc le Conseil national du patronat, les syndicats, nous avons travaillé sur la mise en place d'une structure, le Conseil national de dialogue social. Et également, nous avons envisagé de mettre en place une cellule nationale de dialogue social au sein du ministère. Et le Conseil national de dialogue social, au niveau de tous les pays de la sous-région, c'est un instrument de prévention et de gestion des conflits, au sein duquel sont représentées toutes les parties prenantes. Et cette année, nous nous sommes dit que c'est un impératif et que c'est un élément, un instrument indispensable à la gestion durable des crises. Quand on anticipe déjà sur les crises, ça va permettre de beaucoup diminuer les tensions sociales que le pays a connues et que, bien sûr qu'il y a de l'accalmie, mais comme vous avez dit, est-ce qu'ils ne sont pas en train de déterrer? Pour gérer de façon durable, il faudrait qu'on ait un instrument du genre. Et la conférence sociale va porter effectivement sur la liberté syndicale, sur les salaires, les questions de salaire et également sur le dialogue social. Au niveau des recommandations des Assises nationales de la refondation, c'est une forte recommandation. C'était déjà prévu, mais c'est une forte recommandation de tenir la conférence sociale. Parce qu'avec la conférence sociale, nous allons sortir après avec un pacte de stabilité sociale qui va nous permettre de calmer le front social de façon durable au niveau du pays. Madame la ministre, quelle assurance donnez-vous aux candidats quant à la régularité des concours et la crédibilité des résultats qui en sortiront? Ce concours a été placé sous le signe, le triptyque de l'équité, la justice et la transparence. Donc pour la crédibilité, c'est depuis le dépôt des dossiers. Donc depuis le dépôt des dossiers, il y a eu des équipes qui ont réceptionné les dossiers, qui ont vérifié les critères, si les candidats remplissent les critères, et les candidats qui remplissent les critères, les dossiers ont été retenus et une liste a été établie. Parce qu'il y avait 6 groupes qui étaient constitués pour réceptionner les dossiers en fonction des différents corps de la fonction publique. Et ensuite, du dépôt au choix des sujets maintenant, le choix des sujets a été fait de façon transparente. Une équipe restreinte a été désignée et le directeur du centre, une seule personne. Nous avons d'abord demandé, contacté, nous avons saisi tous les secteurs qui sont concernés par le concours. Et c'est au niveau des ministères que les sujets ont été choisis et envoyés. Et même dans le choix des sujets, il n'y a pas ce n'est pas un seul sujet qui a été choisi par matière. C'est 3 sujets. Donc déjà au niveau du ministère, en faisant le choix de ces 3 sujets, ils ne savent pas le sujet qui va être retenu.
Et pour le choix des sujets maintenant, les sujets sont venus sous pli confidentiel au niveau du ministère et déposés au niveau du ministre. Donc le ministre même n'a pas ouvert ces courriers qui contiennent les sujets. Et l'équipe, c'est avec l'équipe et à la tête de l'équipe, le directeur du Centre national de concours. Et il est le seul à ouvrir les plis confidentiels. C'est pourquoi nous nous sommes dit que s'il y a une fuite, c'est la seule personne qui a ouvert les dossiers. Mais la seule personne ne pouvait pas aussi, il ne pouvait pas avoir de fuite parce qu'aucun téléphone, aucun appareil pouvant faire la photo du sujet n'était admis dans la salle. Dans la salle où il y avait le sujet, le choix de sujet. Donc le sujet a été choisi par une seule personne. Ensuite, les 2 membres de l'équipe qui accompagnaient, ou les 3 membres de l'équipe qui accompagnaient le directeur national du centre, n'avaient même pas la possibilité de lire. C'était seulement de faire les enveloppes en fonction du nombre de salles et en fonction des centres. Donc, le sujet ne pouvait pas faire une fuite. Donc, c'est dans la transparence. C'est pourquoi personne n'a entendu dire qu'il y a eu une seule fuite de sujets. Et même les sujets, pour leur transport, le transport des sujets au niveau des différents centres se faisait dans des mallettes fermées pour les régions. Au niveau des régions, le surveillant qui transportait la mallette, au niveau, il y a eu dans 6 régions, la région de Kaï, la région de Sikasso, de Ségou, de Mopti, de Gao, de Tombouctou. Donc, ce sont les 6 centres. Tombouctou est un nouveau centre. Et nous avons créé ce centre pour des raisons de sécurité. Les mallettes là ont été transportées par des surveillants. Et le surveillant a la clé de la mallette, mais il n'a pas le code de la mallette. Le code de la mallette a été envoyé directement au gouverneur de région. Et ce sont les gouverneurs de région avec le surveillant. Le gouverneur met le code, utilise le code pour ouvrir la mallette et le surveillant utilise la clé. Donc c'est fait dans la salle, en présence des candidats. Ce transport des mallettes à l'intérieur du pays, nous avons bénéficié d'abord de l'appui du ministère de la Défense, parce que ce sont les avions du ministère de la Défense qui ont transporté et les surveillants et les superviseurs, en tout cas dans les régions de Tombouctou et de Gao. Pour la sécurité également, nous avons le ministère de la Sécurité qui a déployé 342 agents pour que tout se passe dans la transparence. Il y avait combien de postes à pourvoir, madame? 883 postes à pourvoir. 883 postes à pourvoir oui. Pour plus de 60 000 candidats. Est-ce que ce n'est pas insignifiant ce chiffre, madame le ministre? Comment ces postes ont été déterminés? Ces postes ont été déterminés sur la base de l'enveloppe budgétaire disponible. Les demandes étaient assez importantes, les besoins. Mais ce qu'il faut dire aussi, ces besoins ne sont pas basés sur les postes réellement vacants. Comme je vous dis, c'est sur la base d'un courrier qui est adressé au département ministériel pour leur demander de manifester les besoins en matière de recrutement. Donc ce n'est pas basé sur les postes vacants qui se trouvent au niveau des organigrammes. Ce n'est pas basé sur ça. Ce n'est pas basé sur les besoins constituant les départs à la retraite. Ce n'est pas basé également sur les radiations suite à des démissions ou bien à des décès. Ce n'est pas basé sur ça. Madame la ministre, oui. Quelles sont les innovations de cette année comparativement aux années précédentes? Comme principale innovation, il y a eu l'augmentation de l'âge de présentation au concours. Donc c'est ce qui a fait que, même vous trouvez que le nombre est très important. En 2019, ce nombre-là de personnes qui se sont présentées, de candidats, était de 29 500.
également pour le même nombre de postes. C'était 884 postes à pourvoir. Et en 2021, donc l'exercice 2021, c'est 883 et nous sommes allés de 29 500 à 62 448 candidats. Mais le nombre de candidats qui a effectivement participé au concours, qui a effectivement fait le concours, c'est 59 000 et quelques, donc un peu moins de 60 000. Donc ça, c'est une innovation, l'augmentation de l'âge. Cette année également, nous avons élaboré, parce que nous nous sommes dit que les concours se tenaient sur quelle base? Nous n'avons pas vu une base qui permettait de garantir la transparence, qui permettait de garantir l'équité, qui permettait de garantir la justice dans l'organisation de ces concours. Donc nous avons élaboré un manuel de procédure et que nous avions soumis au contrôle des services publics. Nous savons que tout cela ne se fait pas dans la facilité, tout n'a pas été rose. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les contraintes auxquelles votre département a été confronté cette année? Bien sûr qu'il y a des difficultés, mais nous avons transformé ces difficultés en opportunités. Parce que pour nous, c'est dans les difficultés qu'on doit réfléchir, mieux réfléchir. C'est dans les difficultés qu'on doit voir quelles sont les pistes de solutions. Sans difficulté, nous ne pouvons pas voir ces pistes de solutions, nous ne pouvons pas réfléchir sur qu'est-ce qui a occasionné ces difficultés. Par exemple, nous avons beaucoup parlé sur le recrutement. Ça ne se faisait pas sur une base transparente. Et ce n'était pas basé sur un plan national de recrutement. Donc, un plan national de recrutement est basé sur des données statistiques. Sur le plan statistique, de quoi on a besoin? Qu'est-ce que nous devons faire? De quoi on a besoin? Quels sont les postes à pourvoir au niveau des organigrammes? J'ai eu à le dire. Nous n'avons pas cette situation. Mais le plan national de recrutement va faire le point sur tous ces aspects, en collaboration avec toutes les directions de gestion des ressources humaines de tous les secteurs. Ce plan va être élaboré. Donc, pour voir qu'est-ce que nous voulons, pour quels résultats, pour améliorer la qualité des services de l'administration, quelles sont les vacances de postes à pourvoir. Ça, c'est par rapport au recrutement. Et également, on a eu comme difficulté beaucoup de demandes de formation, beaucoup de demandes de mise en congé de formation de la part de différents secteurs. Et nous n'avons pas de plan national de formation. Sans plan national de formation pour dire voilà les résultats qui sont escomptés à l'issue de ces différentes formations qui sont sollicitées. Donc, nous n'allons pas pouvoir améliorer si nous ne faisons pas un plan national de formation et dire voilà les gaps, les déficits de formation, de compétences au niveau de l'administration, voilà, nous devons faire des formations dans tel ou tel domaine pour pouvoir combler ces déficits en matière de compétences. Donc, nous allons faire un pilotage à vue. Et nous voulons arrêter ce pilotage à vue et aller dans la planification qui est basée sur les résultats. Cette planification va être basée sur les résultats. En matière de recrutement, ce dont on a besoin, quels sont les résultats dont on a besoin. En matière de formation également, quels sont les résultats dont on a besoin. Quel déficit en matière de compétences nous voulons combler. Et c'est sur la base de cela que nous allons travailler. Nous acheminons pratiquement vers la fin de cet entretien. Si vous avez un message particulier à lancer ce soir, quel est cet appel, Madame le ministre? Nous sommes en train de tout faire pour améliorer les prestations de l'administration, pour améliorer la qualité des services de l'administration. C'est pourquoi nous sommes en train de faire toutes ces innovations. Nous sommes en train de procéder à des réformes et même le système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités rentre dans ce cadre. C'est pour améliorer la gestion de ces ressources humaines que nous allons procéder au nettoyage de tous les fichiers actifs
pour pouvoir enlever les doublons et pour pouvoir assainir les finances de l'État en ce qui concerne la masse salariale, en ce qui concerne les salaires. Donc, au niveau de l'éducation seulement, avec le nettoyage, il y a eu 400 fonctionnaires qui recevaient des revenus indus, de façon indue. Donc, ce qui faisait 1 milliard, ce qui a coûté 1 milliard à l'État. Donc, si on fait une extrapolation de ce qui est au niveau du seul secteur de l'éducation à tous les autres secteurs, donc l'État va s'en sortir avec des économies importantes et ces économies qui vont permettre de faciliter des investissements au niveau des autres secteurs sociaux. Aujourd'hui, dans la fonction publique d'État, nous comptons plus de 42 000 fonctionnaires et plus de 11 000 contractuels de l'État. Et nous avons également au niveau des collectivités territoriales un peu plus de 60 000 agents, fonctionnaires et contractuels. Donc on peut dire que pour améliorer les conditions, nous sommes en train de renforcer tous les dispositifs pour améliorer les conditions de travail et les conditions de vie de toutes les populations, de tous les travailleurs, donc, et par ricochet, toute la population malienne. Nous sommes également en train de travailler, comme je vous l'ai dit, avec tous nos partenaires sociaux. Donc, nous avons le Conseil national du patronat du Mali, nous avons les syndicats. Nous sommes dans cette dynamique de collaboration et c'est ensemble que nous allons trouver toutes les solutions de façon durable à tous les problèmes qui se posent aux travailleurs, donc par ricochet également à toute la population. Je voudrais dire que la plupart des revendications sont éteintes ou sont en cours de traitement. Donc ce que je vais demander à tous nos partenaires, c'est de renforcer l'équipe que nous avons déjà mise en place, l'équipe que nous avons constituée pour que nous puissions sortir de cette situation qui nous est imposée, non seulement par nos partenaires de la sous-région, et également par beaucoup de partenaires étrangers. Donc je voudrais, sur cette base, demander le renforcement de l'équipe, le renforcement de nos efforts, mettre nos efforts ensemble pour pouvoir sortir de façon durable de la situation que le Front social connaît aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame le Ministre. Merci, Madiba Keïta. Merci à vous également, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Prochain rendez-vous demain, même heure, même plateau. D'ici là, passez d'excellents moments en notre compagnie. Bonsoir.